CEM-vivant.com pour mieux vivre avec les ondes électromagnétiques de notre quotidien. Présente Sud Radio, la santé demain, Gilles Goncalves. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio dans l'émission La Santé Demain, une émission qui donne la parole aux acteurs de la santé, de la médecine en général et de la santé au naturel en particulier. Aujourd'hui, nous allons parler de transgénérationnel, le principe qui désigne la transmission inconsciente de contenus psychiques par exemple, de traumatismes vécus, de conflits de secrets et ceux d'une génération à l'autre. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Bruno Clavier. Bonjour Bruno. Bonjour. Bruno Clavier, vous êtes psychanalyste, psychologue clinicien, enseignant, conférencier et auteur de nombreux ouvrages tels que Ces enfants qui veulent guérir leurs parents, L'inceste ne fait pas de bruit, Ils ne savaient pas, 3 petits points, pourquoi la psy a négligé les violences sexuelles depuis de nombreuses décennies, Les fantômes de l'analyste et encore ce dernier ouvrage que nous vous présentons aujourd'hui, Les fantômes familiaux. Qui était le premier dans l'ordre. Qui était le premier dans l'ordre. Qui s'est sorti. Les fantômes familiaux, psychanalyse transgénérationnelle. Sujet passionnant pour lesquels en fait on évoque la transmission de descendants en descendants. Oui. Et on peut aussi parler de fertilité, ce qui fait le lien avec l'émission de la semaine dernière avec le docteur Marie Coupleux qui nous a amplement parlé de fertilité. J'ai entendu, c'était passionnant d'ailleurs. Merci. Bah oui. Merci à Marie. Ouais. Donc cette fertilité, elle est impliquée dans le transgénérationnel, de quelle manière, par quel mécanisme? C'est-à-dire pour ça, il faut revenir à ce qu'on appelle le transgénérationnel et ce qu'on appelle les fantômes familiaux. À la base, il y a toujours des traumatismes. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un traumatisme. Et puis, le traumatisme va créer des systèmes de défense. Et à partir, alors les systèmes de défense qu'on connaît dans le traumatisme, c'est le déni, l'amnésie, le clivage, des choses comme ça. Parfait. Donc là, on est dans le traumatisme vécu personnel par un individu. C'est-à-dire qu'à la base, c'est toujours quelque chose de personnel. Et la personne ne peut pas traverser ce traumatisme. Donc, elle va faire des mécanismes de défense. Donc, je parlais du déni, par exemple. C'est qu'elle l'a vécu, mais elle l'a pas vécu. Oui. Bon. Et on s'est aperçu que les traumatismes étaient transmis de génération en génération. Alors, on l'a vu par l'épigénétique. Au moins, maintenant, il y a un support plus... Avant, on l'avait remarqué, mais il n'y avait pas trop de support scientifique. Et maintenant, l'épigénétique nous montre ça. C'est-à-dire qu'il y a une transmission des émotions négatives, enfin, je veux dire, dues au traumatisme. Ça a été mis en avant dans les hôpitaux de Genève. Oui. En épigénétique, d'ailleurs. Et qui vont amener des répétitions. C'est pour ça que si on pense à la fertilité, parce que ça m'a fait penser d'écouter cette émission, c'est par exemple, il y a des verrous. C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez un traumatisme à une génération, il va y avoir quelque chose qui est inconscient, qui est un mot d'ordre. Et dans le domaine de la fertilité, ça sera « tu n'auras pas d'enfant », par exemple. Mais ça peut être, ce que j'ai vu qui est très étonnant, « tu n'auras pas de premier ». D'accord, donc en plus, il y a des injonctions particulières. Des injonctions qui sont en rapport avec le traumatisme. D'accord. Par exemple, j'ai un exemple comme ça, et on peut débloquer ça, donc ça peut aider tout le côté, là ça a un côté psy-transgénérationnel. Bien sûr. C'est par exemple, j'ai le souvenir comme ça d'une femme, c'était très spécial, puisque elle a un enfant tout à fait normalement, et après... Elle n'arrive pas, elle veut un deuxième, elle n'arrive pas. Et puis c'est très bizarre parce qu'à ce moment-là, la médecine s'est embarquée, quitte à aller faire des FIV, des trucs comme ça. Et puis il n'y avait rien qui marchait. Puis on a trouvé le trauma dans son arbre généalogique. D'accord. Et c'était un deuxième enfant qui était mort. Donc si il y a un deuxième, il va mourir. Et une fois qu'on débloque ça, hop, la femme, par exemple, tombe enceinte. D'accord, c'est comme un dictionnaire sur lequel il est indiqué, puisqu'il y a traumatisme sur le deuxième enfant, avoir un deuxième enfant, c'est traumatisant, voilà. Tu n'auras pas de deuxième enfant. C'est exactement la même chose pour les traumas personnels. D'accord. Par exemple, si vous avez failli vous noyer, vous avez peur de l'eau. Bien sûr. Sauf que là, c'est comme si quelqu'un, une génération, se noie et la génération d'après a peur de l'eau. Absolument. Donc c'est compliqué parce qu'on ne sait pas d'où ça vient. Bien sûr. Donc ça demande une investigation très précise. Exemple comme ça qui était caractéristique, c'est une femme malheureusement qui n'a pas eu d'enfant. Elle fait 8 FIV. Ouais. Ok. Mais sa mère a fait 8 avortements. C'est pas un hasard. Absolument. Alors, il y a quelque chose qui s'est transmis là très négativement et cette femme n'aura jamais d'enfant. Mais elle a fait 8 FIV. Sa mère a fait 8 avortements. Comme une injonction qui est une écrite, répétition traumatique avec une sorte de mot d'ordre. Ça demande un peu de travail pour se dire, mais c'est comme un verrou.
Ça demande Dans de le cas l'investigation. de la fertilité, c'est comme un verrou, et ça peut aider avec tout le reste qu'il faut faire, bien entendu, Bien sûr. En premier. Médicalement Mais c'est parlant, tout c'est ça. ça. Mais une fois qu'on a fait le tour et qu'on n'y arrive pas, ça peut être intéressant d'aller voir ça. Absolument. Donc vous parlez aussi dans vos ouvrages de notions de crypte et de fantômes. Moi, je parle pas tellement de crypte. C'est plutôt rock. C'est plutôt, oui, Mariette. Il y a un certain nombre de personnes qui parlent de crypte. Mais c'est quoi? C'est l'idée qu'il y aurait quelque chose d'enfoui, un peu comme dans une crypte en nous. Moi, je n'utilise pas parce que la crypte, on dirait que c'est mort. Or, c'est pas mort, c'est très vivant. C'est-à-dire, ce ne sont pas des injonctions dormantes. C'est des injonctions qui n'arrêtent pas. C'est-à-dire, par exemple, si j'en reprends le thème de la fertilité, c'est que, par exemple, il va y avoir un énorme désir d'enfant. Intéressant. Et puis ça va tourner, et en même temps ça va tourner sur place, ça va pas pouvoir bouger. Donc j'utilise pas la crypte parce qu'on dirait que ça dort. Mais je veux lancer sur ce sujet, oui, sachant que vous alliez m'emmener le fait que c'était vivant. Que c'est vivant. Donc voilà. du coup, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que beaucoup se figurent que dans le passé, il y a eu un traumatisme, c'est verrouillé, c'est donc mort quelque part, alors qu'il faut bien comprendre que ce traumatisme est tout le temps actif et qu'il passe de génération en génération jusqu'à ce qu'il soit résolu. Jusqu'à ce qu'il soit résolu ou pas. Ouais. Mais, et en particulier, comme j'ai reçu énormément d'enfants, moi j'ai pu théoriser grâce aux enfants. J'ai reçu des enfants, puis c'était tellement transgénérationnel que j'ai appris avec eux. J'ai pas appris ça à la fac, ce que je fais. Et avec les enfants, c'est limpide, c'est clair, parce qu'on sait qu'ils n'ont pas eu de traumatisme, la plupart ceux que j'avais reçus. Donc quand ils n'ont pas eu de traumatisme, on sait que c'est les traumas de leurs parents ou des grands-parents ou ainsi de suite. Vous voulez dire qu'ils ont un comportement particulier dès la naissance. Un non-sens pour eux, et à ce moment-là, on peut aller vers le transgénérationnel. C'est-à-dire une fois qu'on a écarté tout le côté pathologique, c'est une bonne famille, ils font tout ce qu'ils peuvent et tout, et vous avez des enfants qui vont, j'ai reçu toutes sortes de choses d'enfants, mais je sais pas, qui commencent à se taper la tête contre le mur à 6 mois, on comprend pas ce qu'il fait, on dit qu'il est autiste, et puis on peut dénouer ça si on trouve le trauma transgénérationnel. Là, il faut pas souvent aller chercher loin, c'est les parents ou les grands-parents. Donc le trauma peut être très proche. C'est en général proche. Il y aurait cette idée qu'on porte des trucs genre à cette génération, à la Révolution française. Ça c'est possible, il y a des traces, mais c'est beaucoup plus proche. Moi, j'ai jamais demandé aux familles amenez votre arbre généalogique. On avait sous la main il suffit de raconter l'histoire de la famille et on sait à peu près tout, même s'il y a des secrets. D'accord. Donc justement, ces secrets, parlons-en. Il y a tous les traumatismes et il y a aussi les non-dits, donc des choses qui sont tenues secrètes et non métabolisées parce que non avouables, qui se transmettent de génération en génération. Voilà, mais là, il y a un peu, j'ai une critique à faire de la psychogénéalogie. Elle prend les conséquences pour des causes. D'accord. C'est-à-dire que le secret et le non-dit n'est pas une cause, c'est une conséquence. C'est une conséquence. C'est-à-dire que c'est le trauma qui va amener le secret. Par exemple, je suis tombé enceinte, j'ai honte pour telle ou telle raison, je veux en faire un secret. Mais à la base, il y a un traumatisme. Et le non-dit, si je dis pas, parce que dans le non-dit, ça veut dire que très souvent, surtout dans le problème, je reviens à l'histoire de la fertilité. Je donne un exemple de non-dit. J'ai une voisine, je la vois la première fois dans la rue, on discute, elle est enceinte, je dis magnifique et tout ça. Puis un mois après, elle me dit j'ai fait une fausse couche. Ah, désolé pour vous et tout. On se revoit, je suis enceinte. Ah merveilleux, vous êtes enceinte et tout. Puis après, elle me dit j'ai fait une fausse couche. Là, je lui dis ça fait beaucoup. 2 fausses couches à la suite. Je lui dis votre mère, je lui dis, je sais pas, demandez à votre mère. Puis elle va voir sa mère, et puis elle dit, y a pas un truc que tu m'as pas dit? Elle dit, si, mais j'ai pas pensé à te le dire. Avant toi, j'ai fait 2 avortements. Mon Dieu. Et alors, elle le dit à la femme, et la femme est tombée enceinte derrière, et elle a eu 2 enfants normalement. C'est ça le transgénérationnel. C'est ça. Merci beaucoup Bruno Clavier pour ces explications. On vous retrouve tout de suite, mais pour l'heure, nous allons retrouver le docteur Jean-Christophe Charrier dans la chronique. Docteur Jean-Christophe Charrier, bonjour. Bonjour Gilles Goncalves, bonjour à tous. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, un peu de dessert avec les fruits rouges et on va partir sur la fraise et la framboise. Parfait. Parfait. Alors j'aimerais le petit nom latin comme d'habitude. La fraise, Fragaria vesca. Et en fait, c'est la fraise des bois, c'est la fraise sauvage, c'est pas la fraise qu'on aura sur nos étals. D'accord. Qui elle est un peu dépourvue de. Elle est surtout été développée pour faire de la nutrition, mais pas forcément du soin. Donc c'est vraiment sur les souches anciennes qu'il faut se concentrer là en usage.
C'est vous pourquoi les femmes réclament quand elles réclament des fraises en plein Noël, on sait qu'elles sont enceintes. Non, parce que la fraise vous apporte une vitamine indispensable, qui est la vitamine B9 pour la femme enceinte. Donc les envies de fraises, c'est souvent une envie de vitamine B9. Magnifique. Voilà. Donc on sait pourquoi le fameux « je voudrais des fraises » de Chéri. Voilà, tout à fait. Donc c'est une plante qui est très intéressante parce qu'elle va soigner vos douleurs. Elle est antalgique, elle gère les douleurs musculaires, elle est anti-myalgique. Elle a des propriétés un peu comme l'aspirine, comme la reine des prés, le saule blanc. Donc il y a l'acide salicylique dans les feuilles de fraisier. Donc pour toutes ces raisons, c'est une plante qui est intéressante pour nos articulations et qui va aussi protéger notre système digestif. Qu'elle est astringente digestive, donc elle va lutter contre les diarrhées et contre toutes ces selles un peu pâteuses et molles. Le fraisier, nous on l'utilise beaucoup en médecine de terrain parce qu'elle a des propriétés très intéressantes puisqu'elle va réguler, dans le sens de la frénation, la dynamique d'aromatisation. Ça, c'est le passage de la testostérone en œstrogène. Voilà, donc des androgènes surrénaliens en œstrone, qui est l'œstrogène métabolique. Et qui fait que ce passage se fait dans les graisses qui se trouvent au niveau de ce qu'on appelle la culotte de cheval et les graisses sous-ombilicales. Et ce qui explique que certaines jeunes femmes, en début de puberté, prennent beaucoup de graisse là, ou d'autres femmes, au moment de la ménopause, prennent beaucoup de graisse là, parce qu'elles fabriquent un organe qui compense les insuffisances des ovaires. Ou des hommes. Ou des hommes aussi, mais c'est moins. La testostérone se transforme en œstrogène. Tout à fait. Par l'effet d'aromatisation de la même manière. Et donc, on y associe beaucoup la framboise également, pour toutes ces propriétés accompagnant la structure ligamentaire. Et comment on les prend, ces deux? Eh ben moi j'aime bien le fraisier, je vais le prescrire beaucoup en teinture mère et le framboisier en gémothérapie. Merci beaucoup Dr Charrier pour toutes ces explications. On vous retrouve sur institut-endobiogénie.fr et évidemment tous les dimanches pendant notre chronique. CEM-vivant.com pour mieux vivre avec les ondes électromagnétiques de notre quotidien. Présente Sud Radio, la santé demain, Gilles Goncalves. De retour avec le passionnant Bruno Clavier qui nous expliquait les implications du transgénérationnel, notamment dans la fertilité, l'infertilité, l'incapacité d'avoir un enfant. Pourquoi ? On peut revenir sur la notion de fantôme pour réévaluer un peu plus avec le poids qu'il est important d'accorder à ces fantômes pour bien comprendre ce que sont les mécanismes transgénérationnels. Alors, le terme de fantôme, c'est un terme psychanalytique des années 70 qui est un petit peu ambigu. Ouais. Bon, mais pourquoi ambigu ? Parce qu'on va croire que c'est un fantôme avec des chaînes et tout ça. Et c'est pas ça du tout. Alors il y a eu beaucoup de définitions, il y a eu plusieurs définitions, il n'y a pas eu beaucoup. On parlait de secret, de non-dit, et puis moi je suis arrivé par mes recherches à l'idée d'une émotion fantôme. J'appelle ça une émotion fantôme. C'est-à-dire, c'est dû à un traumatisme, et ce traumatisme va prendre la forme d'une émotion négative. La peur, toutes les émotions négatives, la tristesse, la jalousie, ce sont des émotions et qui vont passer de génération en génération et qui vont agir comme un fantôme dans le sens où on est agi par ça sans savoir pourquoi. Mais il faut quand même une certaine tessiture, un certain poids de cette émotion pour qu'elle traverse les générations. Il faut qu'elle ait été d'une part trop forte. Voilà. Trop forte, c'est pour ça qu'en particulier ce qu'on appelle les fantômes d'enfants morts sont les plus forts. C'est ça. Parce que c'est insupportable, il n'y a pas un parent qui se remet de ça. Donc voilà, les fantômes d'enfants morts sont très classiques et très puissants. Enfin voilà, et attention, ce ne sont pas les morts qui se promènent, on n'est pas là-dedans. On a bien compris que c'était la force de la mémoire. C'est pas les enfants morts qui viennent, c'est la mémoire des traumatismes en général de leurs parents. C'est cette mémoire-là qui fait que, je donne un exemple aussi, c'était un enfant comme ça qui venait pour un certain nombre de troubles et tout. Et puis à un moment on comprend avec sa maman qui parle d'un enfant qui est mort frappé par une voiture 2 générations au-dessus. D'accord. Et là l'enfant il avait 8-9 ans, il capte, il dit j'ai compris, c'est pour ça que tu hurles à chaque fois que je suis au feu rouge. Tu me hurles toujours dessus, attention. Et puis l'enfant avait compris. C'est ça, c'est une émotion fantôme. C'est-à-dire, et ça vient hanter et ça vient
embêté, quoi. Donc c'est un mécanisme, une transmission. On peut aller un petit peu plus loin dans ces mécanismes de transmission? Alors, le mécanisme de transmission, moi, je suis scientifique, on n'a pas trouvé encore, parce que l'épigénétique répond imparfaitement à ça. En particulier, pourquoi? Parce que j'ai observé qu'il y a transmission de fantômes chez les enfants adoptés. Ça, c'est compliqué. Ça veut donc dire que on est obligé de sortir du biologique, là. Absolument. Parce que, puis j'ai des preuves, c'est-à-dire j'ai vraiment des preuves de transmission de ça. Donc l'enfant est adopté, et ce que vous voulez dire, c'est qu'il a porté la mémoire des parents d'adoption. Voilà. Donc et pas en biologique. particulier, plus il est adopté tôt, plus il porte cette mémoire. Ça aussi, c'est intéressant. Comme s'il y a une perfusion, une transfusion mémorielle. Voilà, c'est-à-dire, voilà, j'ai un exemple très rapide d'un enfant qui était autiste, psychotique et tout ça, et puis qui un jour se fracasse les testicules en séance, tout seul. Il avait 9 ans à ce moment-là. Puis je lui dis, mais qu'est-ce qu'il fabrique? Il avait jamais fait ça, il se tapait, quoi. Et puis en fait, tout d'un coup, le père retrouve la mémoire. Et il se rappelle un traumatisme où des grands enfants l'avaient attrapé, lui avaient broyé les testicules. Mais c'était un père adoptif. D'accord. Donc, et il l'avait évidemment jamais raconté à son fils. Il avait même perdu la mémoire de ça. Ça, c'est intéressant. J'en ai des tonnes de choses comme ça. Vous travaillez beaucoup avec les dessins. Oui, les dessins d'enfants. Pour décrypter ce que dessinent les enfants. Et dans les dessins d'enfants, on a le transgénérationnel d'une façon incroyable. Il est décrit, c'est ça? Il est décrit, c'est étonnant. Il y a même des visages. Enfin voilà, j'ai des choses. C'est tellement troublant. Allons-y sur les visages. Pour moi, c'est scientifique. On trouvera un jour quel est ce mode de transmission. C'est pas plus ésotérique que le téléphone portable, mais on trouve pas encore. On ne sait pas comment ça passe. Oui, bien sûr. Quels seraient les symptômes vers lesquels on pourrait se tourner vers du transgénérationnel? Alors, chez les adultes, je dirais qu'il n'y en a jamais pur. Pourquoi? Parce que les adultes ont eux-mêmes des traumatismes. Donc et malheureusement, ils confondent. Dans leur propre vie, vous voulez dire? Donc des fois, ils confondent. Ils disent, j'ai ça parce que c'est mes grands-parents. Non. Un adulte, il a toujours sa vie avec ses traumatismes. Ça demande donc une expertise quand même. Parce qu'il y a quand même beaucoup de courants qui malheureusement font des associations brûle pour point au premier degré qui sont quand même malvenues parce qu'on peut très vite mettre sur le compte du transgénérationnel ce qui n'en est pas. Oui, on va par exemple dire j'ai mal au cou parce que mon ancêtre a été guillotiné. Oui, c'est ça, on l'entend souvent. Je dis pas qu'il n'y a pas de rapport, mais il faut pas exagérer. Parce qu'il y a peut-être un rapport, on ne sait jamais. Mais pas à ce point-là. C'est-à-dire, il faut aller voir déjà qu'est-ce qui vous est arrivé. Vous n'avez pas eu un trauma, vous n'êtes pas tombé de cheval ou je sais pas quoi. Absolument. Il faut quand même être là. Mais par contre, avec les enfants, c'est assez troublant, éclatant, notamment quand on obtient des guérisons. Et je dis le mot guérison parce que j'ai assez de recul pour savoir que les symptômes pour lesquels ils étaient venus sont partis et des fois très vite. Quand on trouve quel est le fantôme, ça c'est assez spectaculaire. C'est comme ça que j'ai cru. Sinon, je n'aurais peut-être pas cru au transgénérationnel si j'avais pas reçu d'enfants. D'accord. Vous parlez parfois d'enfants qui viennent dans les familles emmener quelque chose. Oui. Peut-être un enfant de réparation, par exemple. Oui, il y a beaucoup ça. Hein. Ouais. Il y a beaucoup ça. Je cite le cas d'une petite fille, c'est vraiment un cas d'école, et qui avait amené ses parents, parce que c'est presque ça, elle faisait des convulsions dès qu'on lui disait non. Bon. Et puis petit à petit, on a trouvé un peu la solution, et la solution était absolument dramatique, c'est-à-dire qu'elle était... Là encore, c'est une histoire, on va dire, pas de fertilité, mais de naissance. C'est que sa mère était enceinte du 4e enfant, et en fait, c'est quand sa mère a été enceinte, alors qu'elle ne savait pas que sa mère était enceinte, qu'elle a commencé à faire des convulsions, et puis on a pu trouver, mais il a fallu des années, c'est presque sur 10 ans de travail, parce qu'ils sont venus me voir plusieurs fois. Et il y avait un secret de famille dans lequel l'arrière-grand-père avait tué son 4e enfant à la naissance. Mon Dieu. Et qu'il y avait une histoire de 4e enfant qui s'était transmise. Hein, on appelle ça la transmission des signifiants. Transmission des signifiants, bien sûr. Des signifiants. C'est pour ça que dans la fertilité, ça peut être 1, 2, 3, 4. Et là, le 4, c'était un enfant va être tué. Et là, c'était insupportable. Donc c'était extrêmement bien codé. Oui, mais totalement inconscient pour tout le monde. Absolument. C'est-à-dire, c'est juste que parce que j'ai remarqué quand elle a joué qu'il y avait 4 qui revenaient tout le temps. D'accord. Je dis pourquoi elle fait toujours 1, 2, 3, 4. C'est juste ça. Okay. Il y a d'autres méthodes que vous utilisez d'investigation pour faire le tri entre ce qui est transgénérationnel, ce qui ne l'est pas, ou justement pouvoir plus facilement, bien sûr c'est de l'investigation, donc ça demande parfois plusieurs séances, lire ce que les enfants emmènent en transgénérationnel à travers leurs dessins. C'est-à-dire que à partir du moment où il leur est rien arrivé et qu'ils ont des symptômes, il faut donc bien vérifier qu'il leur est rien arrivé, être à peu près sûr, qu'ils font des symptômes incroyables. À ce moment-là, on s'empare du transgénérationnel.
Et l'intérêt avec les enfants, c'est pour ça que c'est un peu magique, hein, c'est que dès qu'on a trouvé ce que j'appelle le dossier, ils guérissent. Ça, c'est important. Dès qu'ils entendent par exemple, je donne un exemple. Comme ça, c'était une petite de 9 ans, on disait qu'elle était anormale. Alors, les parents me l'amènent, elle était en psy depuis 4 ans déjà, puis ça marchait pas du tout, et puis elle était anormale. Moi, je la trouvais un peu hyperactive, mais pas anormale. Bon. Et partout où elle allait dans une école, on disait, elle est anormale, la petite, elle est anormale. Jusqu'à ce que je demande à la mère, mais avez-vous eu d'autres grossesses? Et la mère me dit, ah oui, mais je veux pas en parler. Bon, je dis, il faut parler, là. La petite, elle est là-bas avant elle. J'ai été obligé d'avorter d'un enfant trisomique, d'une petite fille trisomique. Bon. Et donc, la petite, elle s'agitait tout le temps. Elle était en train de... Elle savait quelque part qu'elle avait une sœur qui avait été avortée. Bien sûr. Et avortée tardivement, à 4-5 mois, je crois, un truc dur. D'accord. Voilà. Et elle était porteuse de sa sœur parce qu'on lui avait pas dit. C'est là qu'on parle des non-dits, quoi. Absolument, ça veut dire que dès l'instant où l'enfant prend conscience, il abréacte, il y a une abréaction forte. C'est comme si par ses symptômes, elle est en train de dire anormal, mais elle ne sait pas où c'est, elle ne sait pas ce que c'est. D'accord, donc en fait, la prise de conscience dans ce cas-là suffit à rétablir la situation. Avec les enfants, c'est ça qui est bien. Avec les adultes, c'est plus compliqué, mais ça arrive. Et dans le domaine de la fertilité, ça arrive. Hein. Merci beaucoup Bruno Clavier, c'est passionnant. Nous aurons l'occasion de réitérer ce genre d'émission. On peut vous retrouver sur votre site internet clavier-bruno.org. Et chers auditeurs, je vous dis à dimanche prochain, 15h30. Sud Radio, la santé demain, Gilles Goncalves. Vous a été présenté par CEM-vivant.com pour mieux vivre avec les ondes électromagnétiques de notre quotidien.